Je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons et la mauvaise raison, c'est de le faire pour l'argent. Les gens disent je vais créer une entreprise pour gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est une mauvaise raison. Je pense que ça peut être la conséquence d'une entreprise qui fonctionne et que c'est quelque chose de valorisant et que c'est très bien si ça arrive, mais ça doit pas être le leitmotiv. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui a littéralement révolutionné la façon dont on vit les événements en France et en Europe. Pierre-Henri Deballon. Pierre-Henri, un passionné de sport, passé par les cages de handball à haut niveau, avant de se tourner vers le marketing sportif et l'entrepreneuriat. Après un master à l'ESCP, il lance sa première aventure, le Vélo Tour, un événement cycliste insolite qui rassemble des milliers de participants dans des lieux atypiques. Et c'est en cherchant à résoudre un problème très concret, en l'occurrence la gestion de la billetterie en ligne, qu'il cofonde WizEvent, aujourd'hui leader européen du secteur. Avec WizEvent, Pierre-Henri a su imposer une vision claire, créer une entreprise saine, rentable et innovante qui accompagne aussi bien les petits organisateurs que les plus grands festivals comme les Vieilles Charrues ou le Hellfest. WizEvent a aussi été pionnier dans l'intégration de solutions technologiques comme le paiement sans contact par bracelet, facilitant la vie de millions de festivaliers et d'organisateurs. Pierre-Henri s'est également lancé dans une autre aventure sportive, cette fois la reprise du DFCO, le club de football de Dijon. Depuis juillet 2014, il en est le président et le propriétaire, succédant à Olivier Delcourt, avec la volonté affirmée de rendre à sa ville ce qu'elle lui a donné et de faire du DFCO un club de valeurs, malin et ambitieux. Son arrivée marque une nouvelle ère pour le club, à la fois sur le plan sportif et économique. Face à une situation financière complexe, Pierre-Henri a engagé une restructuration profonde, misant sur la rationalité budgétaire, la formation des jeunes et l'ancrage territorial. Sa vision, c'est d'assurer la pérennité du DFCO, de reconstruire patiemment autour d'un collectif soudé et de viser bien évidemment un retour en Ligue 2 dans les prochaines années. Aujourd'hui dans Podcast et compagnie, il vient me parler de son aventure entrepreneuriale avec WizEvent, de son parcours avec ses hauts et ses bas, mais également de sa vision du sport avec le DFCO. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité Pierre-Henri Deballon. Bonjour Pierre-Henri. Salut Romain. Bienvenue dans Podcast et compagnie, le podcast qui parle d'entrepreneuriat de façon large. J'ai la chance de t'avoir comme invité dans cet épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Avec plaisir. On va parler aujourd'hui dans cet épisode de Podcast et compagnie. Alors tu m'as dit que tu n'avais jamais écouté, donc c'est pas mal du tout parce que ça va te permettre de découvrir l'épisode en même temps qu'on le fait. Donc ça c'est cool, le concept en tout cas. Parfait. À noter, et je pense qu'il te l'a dit, ton frère est déjà passé dans Podcast et compagnie, Arthur Deballon. Il m'en a parlé, ouais. T'en as parlé. J'ai pas écouté non plus. Je vais me faire engueuler en famille en plus. Tu verras, les précédents invités ont bien aimé. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment de WizEvent, une entreprise que tu as co-créée, du coup, parce que vous êtes deux, t'es cofondateur de WizEvent. Exactement, on était même trois au début. Trois au début, ok. Et puis on va parler aussi du DFCO, une nouvelle aventure sportive là pour le coup, mais aussi entrepreneuriale, parce qu'un club de foot, c'est aussi une entreprise qu'il faut gérer. Exactement. On va commencer par la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous parler de WizEvent, du coup ton activité première et phare, c'est celle qui te prend, j'imagine, beaucoup de temps au quotidien et qui est énormément connue dans le monde entier parce que ça se développe et que en préparant justement le podcast, j'ai vu que même le Hellfest utilisait WizEvent. C'est un de nos plus gros clients, le Hellfest. C'est dingue. Et notre métier, en fait, c'est de fournir des technologies aux organisateurs d'événements, historiquement des solutions de billetterie. Et puis, peu à peu, parce que on est une vieille start-up, tu vois, on a presque pas loin de 20 ans. On dit encore start-up avec 20 ans. Écoute, c'est une bonne question. En tout cas, moi, je veux qu'on se considère toujours comme une start-up parce que ce qui compte dans start-up, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit un peu pirate, l'état d'esprit pragmatique, faire beaucoup avec peu et puis mettre de l'innovation et beaucoup travailler. Voilà, c'est des choses qui, moi, me parlent. Et donc je considère qu'on est toujours une start-up. Alors, j'ai dit 20 ans, mais en réalité, on est plutôt proche des 15. Et en fait, notre métier, on a commencé par des solutions de billetterie pour les organisateurs d'événements puisqu'on était nous-mêmes des organisateurs d'événements. Et notre métier, c'est de fournir ces technologies qui sont des technologies qui facilitent la vie de l'organisateur pour vendre des billets, pour les contrôler, pour faire des paiements sur place pendant les événements. Et c'est ça notre métier avec WizEvent. Parce que là, aujourd'hui, WizEvent a combien de clients dans le monde entier? Depuis le début de WizEvent, on a eu un peu plus d'1 million d'événements qui ont été créés sur notre plateforme. Et en nombre de clients, donc ce que moi j'appelle un client, c'est un organisateur d'événements, puisqu'il y a les spectateurs. Les spectateurs, c'est des dizaines et des dizaines de millions de billets ou d'interactions avec eux. Et les organisateurs aujourd'hui qui sont actifs, qui génèrent donc du chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 30 000 organisateurs d'événements. Tu as parlé du Hellfest, mais la réalité, c'est que la plupart
plupart sont des plus petits organisateurs qui font une kermesse, une soirée étudiante, cours de photo, enfin voilà, des choses beaucoup plus, on va dire, confidentielles. Et puis les plus grands événements de la planète, des grands prix de Formule 1, les Jeux Olympiques où on a fait le contrôle d'accès l'été dernier, enfin beaucoup de choses. Parce que là, les gens qui écoutent Podcast et compagnie et cet épisode ont sûr et certain au moins une fois eu un billet With Event en main, quoi. C'est quasiment sûr. Je pense. Le bon test, c'est de prendre sa boîte mail, de faire une recherche avec le mot With Event, et là on va voir, tiens, j'ai acheté des événements pour tel événement. Oui, c'est quasiment, en tout cas sur des gens relativement jeunes, c'est-à-dire qui achètent leurs billets en ligne. Oui, je pense que la plupart a déjà été confrontés à nous, parce qu'encore une fois, on a les plus gros événements. Mais il y a des niches qu'on touche peu. Tu vois, on est peu présent aujourd'hui dans des salles de musique classique. On est peu présent sur des parcs d'attractions. Donc il y a on a encore des choses à développer. Mais c'est sûr que sur des très grands événements comme des festivals, des clubs de foot, des événements même d'entreprise, on est très représenté. Ce qui est bien et pratique avec With Event, c'est qu'il y a une partie payante. Vous prenez une commission sur les billets vendus, et puis il y a une version gratuite qui peut être utilisée pour les organisateurs d'événements gratuits, avec une solution qui est super pratique. Je le dis en connaissance de cause parce qu'on l'a utilisé nous. Ça c'est génial parce que la plateforme est super bien faite pour ça. On envoie les billets directement par mail, et ensuite on peut télécharger une application sur son smartphone qui permet de scanner les billets du coup quand on est sur place. Alors je parle bien d'événements gratuits, et ça permet d'avoir des statistiques, savoir combien de personnes sont venues, pas venues, qui n'est pas venu, etc. C'est vraiment bien fait. Et ça permet vraiment d'avoir un truc hyper pro et qualitatif. Alors évidemment, quand c'est des événements, c'est ça qui est fort, c'est qu'on se dit ça marche pour des événements de 50 personnes, et ça marche pour des événements où il y a 150, 200 000 personnes, quoi. C'est ça qui est fou. C'est assez dingue. Ouais, c'était le pari du début. Alors c'était pas la vision initiale. La vision initiale, c'était les petits événements. Et donc, ce que tu as évoqué, tu vois, des événements où tu vas faire venir un cercle restreint de personnes, et où on a essayé de mettre le plus d'innovation possible pour rendre ça très simple. Parce qu'en fait, vendre des billets, ça peut être très compliqué, mais on voulait le rendre simple pour que des personnes qui n'ont pas de compétences informatiques puissent en quelques clics dire le nom de leur événement, le décrire, décider combien de billets ils souhaitent proposer, à quel prix, gratuitement ou pas. Et quand c'est gratuit, effectivement, on se rémunère pas. Et puis derrière, leur permettre, parce que quand on vend un billet ou quand on permet à quelqu'un de s'inscrire, en fait, on lui donne un droit d'accès à une soirée privée, droit d'accès à un concert. Et donc, il faut être potentiellement en capacité de le contrôler. Et donc, on était une des premières applications en France à utiliser la caméra des smartphones pour pouvoir, en fait, lire le code barre et s'assurer que c'est un vrai billet pour éviter la fraude, et puis qu'il n'est pas passé plusieurs fois, et puis avoir des statistiques. L'idée est venue, en fait, de l'organisation du Vélo Tour, parce qu'au départ, c'était ça l'idée. C'était parti de là, ouais. En fait, on organisait cet événement, et très vite, on a été confronté à la problématique de vendre des billets, puisque dans le cadre du Vélo Tour, il y a 3 sources de revenus. La participation quand les gens s'inscrivent, les partenaires privés et les collectivités qui peuvent subventionner pour accueillir l'événement. Et puis un petit peu de food and beverage. Donc on va dire 4 ressources, mais 3 principales. Et dans ces 3 principales, la billetterie était essentielle. Et donc là, on a été confronté en fait à une difficulté pour vendre nous-mêmes des billets. On est en 2006. Et donc là, les seules solutions, c'était les solutions de l'époque, c'est-à-dire de renvoyer les gens auprès d'un distributeur. Les gens puissent acheter leurs billets auprès de la Fnac. Et ce qui était dur pour nous, c'est qu'en termes d'expérience, c'était pas idéal. On voulait qu'ils restent sur notre site internet et qu'ils puissent acheter sur notre site internet. Et d'ailleurs, la première année, on fait 20% d'inscriptions en ligne. L'année suivante, 40% d'inscriptions en ligne. Et aujourd'hui, on fait 100% d'inscriptions en ligne. Donc, il y avait une vraie tendance, et ça, je t'apprends rien. C'est quand même plus simple d'être chez soi avec sa carte bancaire et de payer son billet. Donc, on a surfé sur cette tendance de la dématérialisation, l'achat en ligne de billets, et le fait que les solutions de l'époque étaient pas du tout adaptées. Et ben, en fait, on s'en est servi comme d'une force, c'est-à-dire que ces leaders qui étaient des très grosses sociétés en position de monopole, et ben, elles font ce que font les sociétés quand elles sont en situation de monopole. Elles se reposent un peu sur leur laurier, et du coup, ça nous a permis d'innover et de venir sur leur faiblesse, c'est-à-dire leur manque d'innovation, prendre des parts de marché, et puis de, entre guillemets, un petit peu révolutionner ce marché, ouais. Ça fait partie de la réussite aussi des entreprises, d'innover en permanence et de trouver des idées avant que les autres aient l'idée. Je crois, ouais, je crois. Et puis tu vois, j'en parlais hier avec un de nos partenaires. Il me demandait mais comment vous faites With Event, donc c'était un partenaire bancaire. Comment vous faites pour continuer à innover? Et je lui disais que sans jeunisme, parce que je suis pas là-dedans, mais qu'on essaie de s'entourer aussi d'équipes très jeunes, parce que ils viennent avec de nouvelles approches. La génération qui arrive, ils sont nés avec des smartphones. Nous, on a découvert ça quand on avait un peu plus de 20 ans. Donc technophile, et puis dans un monde qui a plus de barrières géographiques, on peut savoir ce qui se passe partout dans le monde. Donc des innovations qui vont très vite d'un point du globe à l'autre. Donc il faut vite les saisir. Et ces innovations qui sont au début des innovations technologiques, il faut en faire des innovations d'usage, et c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire en fait la caméra de l'iPhone, c'était une innovation technologique. Comment on en fait une innovation d'usage? Eh ben, on développe un outil qui permet de lire le code barre, de le relier à une base de données et de s'assurer que ce billet n'a pas été scanné. Et c'est là où je trouve que c'est passionnant, parce que l'innovation technologique, elle n'est pas accessible au grand public. L'innovation d'usage, c'est la rendre simple et préhensible. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis, c'est simple, je prends mon téléphone, je scanne mes billets. Quand tu me dis ça, c'est un des plus beaux compliments que tu fais à nos équipes, parce que le boulot que je demande aux équipes de With Event, c'est de continuer à faire des choses techniquement très dures, mais que ça reste très simple pour nos clients.
c'est à la fois sur l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, et le user interface, l'UI, qui sont les deux termes un peu anglais utilisés par les startups sur comment on rend les choses simples, compréhensibles, faciles à prendre en main. Et c'est un petit peu la logique d'un iPhone. Il y a plusieurs années, un téléphone aussi pointu avec autant d'applications, on aurait eu un mode d'emploi. L'iPhone, il n'y a pas de mode d'emploi. Et WizEvent, c'est pareil. On fait en sorte que ça soit bien né et bien pensé. Pour qu'on arrive à se rendre compte de l'importance de cette entreprise WizEvent, c'est qu'elle est implantée. J'ai vu la liste, c'est incroyable. Il y a des bureaux à Paris, à Londres, à Montréal, à Lausanne, à Madrid, à Anvers, à Berlin. Eindhoven, Amsterdam. J'en ai oublié. Il y a 3 petits points. Je t'ai pas donné. Manchester. Ouais. Écoute, c'est assez rigolo parce que au début, en fait, on l'a fait et ça fera aussi lien un peu avec le sport. Moi, ce qui m'anime, c'est la compétition. J'ai toujours adoré jouer à des jeux. T'étais gardien de but, de handball aussi. J'étais gardien de but. Et en fait, quand on a créé la solution WizEvent, on l'a créé pour nous, pour répondre à notre besoin sur Vélotour. Puis peu à peu, on a eu cet esprit de compétition de se dire, mais pourquoi on serait pas un leader français? Pourquoi on serait pas un leader européen? Et puis aujourd'hui, on se dit pourquoi on serait pas un leader mondial? Et donc ça, c'est rigolo. Et puis sur quelque chose qui est passionnant. Donc on en a parlé, la technologie, avec tout ce que ça a de, on va dire, magique. Il y a des déboires aux technologies. Je dis pas que tout est parfait. Je suis pas un ayatollah des technologies, mais en tout cas, quelque chose d'assez puissant. Et l'autre pendant de notre métier, c'est qu'on permet aux gens de se rencontrer. On leur permet de se rencontrer pour faire la fête, pour taper dans leurs mains, pour applaudir des footballeurs, pour applaudir des basketteurs, on leur permet de vivre des émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, dans nos vies où on est de plus en plus connectés, de plus en plus énervés, de plus en plus inquiets, on a besoin de se retrouver, de faire la fête. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus seul en étant de plus en plus connectés. Et les seuls endroits où on peut rencontrer des gens et vivre l'instant présent, c'est être dans des concerts, des manifestations sportives, etc. Est-ce que la simplicité, ça permet de faire la différence avec ses concurrents? Ouais, ça en fait partie parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai des concurrents qui, lorsqu'ils vendent leur solution, vendent une formation pour utiliser leur outil. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que c'est pas utilisable simplement. Alors, on fait pas tout parfaitement, parce que on essaie de faire les choses simples, on peut encore l'améliorer, mais oui, on travaille beaucoup à cette simplicité. Et l'autre particularité de WizEvent, avec ses 30 000 organisateurs, on a les plus grands événements de la planète et on a les plus petits aussi. Et le travail qu'on fait de simplicité pour que les petits organisateurs trouvent les choses simples bénéficie aussi aux très grands organisateurs parce que du coup, il y a une interface simple et bien pensée. Et en même temps, le boulot qu'on fait sur ces très grands organisateurs fait qu'on est en capacité demain d'accompagner ta structure. Si elle se met, si son événement Vélotour qui était au début quelques centaines de personnes devient 10 000 personnes, on a la solution pour t'accompagner aussi dans l'évolution de ton projet. Et donc c'est ça qui est assez fort. Par contre, c'est dur en termes de marketing parce que imagine que tu rentres dans une concession automobile et dans cette concession automobile, tu peux à la fois acheter une entrée de gamme Dacia ou une Ferrari la plus puissante et la plus fine à régler. La Ferrari, c'est ce qu'on fait pour le Hellfest, c'est quelque chose de très puissant, très pointu. Toutes les transactions, tous les paiements pendant le festival passent par nous, la billetterie, l'ouverture, la revente. Et dans le même temps, on peut vendre des billets pour une soirée avec 10 personnes. Et donc, mais du coup, il faut des serveurs absolument dingues. Ça, c'est un peu l'image qu'on a tous, c'est de se dire, s'il y a beaucoup de monde, il faut beaucoup de serveurs. Évidemment, il faut beaucoup de serveurs, mais il faut surtout que ton code soit bien pensé pour qu'il soit en capacité de solliciter le moins possible tes serveurs. Parce que, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Quand tu affiches dans l'interface organisateur le nombre de participants, soit tu le comptes depuis le début, de 0 jusqu'à 100, puis de 0 jusqu'à 101, puis de 0 jusqu'à 102. Soit tu as déjà en base les 101 et tu en rajoutes juste en 100, 101 et en rajoutant juste 1, l'effort il est de 1 alors que dans l'autre tu recalcules 102. Et donc ça c'est tout bête, ça veut dire qu'au moment où tu fais le design technologique en termes de développement de ta plateforme, si tu la penses pas bien, tu vas pouvoir solliciter 10, 100, 1000, 10 000 fois plus les serveurs pour faire la même action et le même résultat. Et donc oui, il faut beaucoup de serveurs parce que quoi qu'il arrive, plus t'as d'interactions, plus il en faut, mais il faut surtout que ce soit très bien pensé pour tenir la charge. Et à une époque, on avait un système qui, lors des grosses montées en charge, était moins bien pensé. On mettait plus de serveurs et ça tenait moins bien qu'aujourd'hui avec moins de serveurs mais mieux pensé. Là, t'as donné un super conseil à tous les gens qui ont envie de développer une application ou un logiciel du coup. Je suis pas développeur, donc attention parce que je pense qu'il y a des vrais développeurs qui nous écoutent, ils rigoleront, mais c'est plus pour essayer de l'imager. Pour en tout cas donner l'image de comment faire pour arriver à faire quelque chose de fluide, de facile, de simple et accessible à tout le monde, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux dire que t'as réussi ta mission de développer WizEvent? Parce que ça doit être quand même assez exceptionnel de se dire, on commence pour se faire un truc pour soi, pour un événement à nous, et puis on se rend compte que ça peut servir à d'autres, que ça peut se vendre, que ça peut grossir, que ça peut être quelque chose d'incontournable aujourd'hui, parce que WizEvent est vraiment une plateforme incontournable quand on vend du billet, peu importe la manifestation. Ça doit être jubilatoire, je trouve, de cette sensation-là de se dire, mais en fait, c'était pour nous au départ. Mais tu vois, oui et non.
Alors évidemment, je suis fier du boulot qui a été fait par les équipes et puis indirectement, j'aime pas dire je suis fier de moi, mais je suis fier de l'aventure qu'on a faite. Évidemment, oui. Mais quand tu me dis ça doit être jubilatoire, tu pars du point de départ et du point d'arrivée. Et l'entrepreneuriat, et tu le sais, c'est une aventure que tu construis au long cours. Et en fait, ce chemin, je le vois quand des gens comme toi me reparlent du passé ou me disent franchement bravo et tout. Tiens, c'est quand même une sacrée boîte et tout. Parce que à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu regardes derrière toi. Et l'entrepreneuriat, la réalité, c'est que tu es plutôt en train de regarder devant toi, d'enlever tous les problèmes que tu rencontres sur le moment. Donc oui, il y a une fierté. On est content du boulot accompli. Après, on reste, on n'est pas leader mondial. Donc il y a encore des gens meilleurs que nous. Ah, mais c'est qui est devant là? C'est quoi cette histoire là? Bah, non, les Américains, comme d'habitude. Bah, ils ont juste un pays plus grand. Hein. Mais tu sais, notre principal tiens, c'est intéressant d'en parler. Quand on a lancé notre solution, donc c'était que de la billetterie au début, puisqu'aujourd'hui on gère aussi tous les paiements. Sur un festival comme le Hellfest, il y a des petits bracelets, puis vous payez toutes vos transactions, pas avec votre carte bancaire, mais avec un petit bracelet. C'est du cashless, hein, c'est comme ça qu'on. Et donc ça, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on est sur la billetterie, au même moment, aux États-Unis, se lance une société concurrente qui s'appelle Eventbrite, et cette boîte-là a été fondée par notamment, il y avait un Français dedans, directeur technique qui est assez brillant, qui s'appelle Renaud Visage, et puis il y avait aussi l'un des premiers investisseurs dans PayPal. Et quand nous on a mis 50 000 € au capital, ils ont créé la société avec 500 000 $. De 1 ou 2 ans, ils ont levé plusieurs millions d'euros. Ensuite, ils ont levé 4 millions, ensuite 10, ensuite 40, ensuite 400, et ils sont entrés en bourse et c'était en milliards. Je crois qu'en tout, ils ont levé 1,4 milliard. Nous, WizEvent, pendant qu'ils ont levé 1,4 milliard, on a levé 1 million d'euros. Et donc, ils ont levé 1400 fois plus d'argent que nous, parce que américains, parce qu'un marché plus grand, parce moi, quand j'ai créé WizEvent, c'était pour répondre à mon besoin, eux, c'était pour créer une boîte mondiale. Donc, tu vois, l'ambition était différente. Et aujourd'hui, quand tu regardes la valorisation de cette boîte qui est en bourse, Eventbrite, et notre valorisation, on est plus gros qu'eux aujourd'hui. Tu es en train de me dire que j'aurais dû acheter des actions à l'époque WizEvent, quoi. J'ai pensé pour Apple, je me suis dit aussi l'autre jour, pourquoi j'ai pas acheté des actions qui valaient 50 centimes à l'époque? Je sais pas pensé. Et donc cette boîte aujourd'hui, alors qu'ils avaient levé beaucoup plus d'argent, on est devenu plus gros qu'eux. Donc c'est assez rigolo parce que pour autant ils étaient sur un marché plus grand, mais ça a pris plus de temps aussi. On a été dans le temps long et le monde des startups est beaucoup dans le temps court, lever beaucoup d'argent et les gens ont l'impression que des fois on dit t'as une super idée, c'est génial. Oui, il y a l'idée, mais cette idée quand je l'ai eue, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai eue, c'est mon associé qui l'a eue. Quand il a eu cette idée, au même moment aux États-Unis, en Allemagne, dans plein de pays, il y avait des gens qui avaient la même idée. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre. C'est comment, avec les moyens qui sont les tiens, c'est-à-dire ta capacité de temps de travail, ta capacité intellectuelle, tes expériences, l'argent que tu peux mettre, comment avec ces moyens-là que tu vas réunir, les tiens et ceux de tes associés, comment tu es efficient et le plus efficace possible. Et nous, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre notre temps, en fait. Travailler beaucoup et d'essayer d'être un petit peu plus malin. Et au fond, avec maintenant recul, on est une belle position et on est un très beau challenger au niveau européen. Il y a combien de salariés chez WizEvent là aujourd'hui? On est en permanent à peu près 300. Et tu vois, tu parlais du Hellfest, par exemple, sur ce week-end, on avait en non permanent sur le Hellfest une 40aine de salariés, mais dans le même temps, j'avais une 30aine ou 35 événements dans toute l'Europe qui réunissaient plus de 10 000 personnes par jour. Et donc, en tout et pour tout, ce week-end, je pense qu'on avait 300 à 400 personnes sur le terrain. Et donc, quand tu moyennises tout ça, c'est-à-dire que tu considères que les gens qui interviennent que pendant les événements cet été, on est à peu près 400 salariés, je pense. Ça fait du monde à gérer ça. Je les gère plus tous et j'allais dire heureusement. Ouais. Heureusement parce qu'à 400 c'est impossible, mais ça me manque aussi parce que j'aimais bien être proche du terrain. Et donc plus tu grossis, plus tu t'éloignes du terrain. Par moment, tu vois ça va te paraître bizarre, mais donc je suis plus sur la stratégie, sur quel pays on ouvre, comment on le fait. Donc ce qui est intellectuellement intéressant, mais des fois j'ai besoin de me sentir utile. Donc tu vois cette semaine c'est tout bête, mais j'ai passé 30 minutes à bricoler je sais pas quel est le tire-porte. Tu sais ce qui retient la porte quand elle se ferme. C'est trop de bruit et puis ça a énervé les salariés et puis je sais plus, puis je voulais pas demander à quelqu'un de le faire, donc je suis avec ma caisse à outils lundi matin et pendant 20 minutes avant de me mettre à mon poste je l'ai fait. Et parce que j'avais envie de me sentir utile, de dire j'ai fait un truc qui est bien pour tout le monde et après merci, ça fait moins de bruit, c'est cool. Parce que sinon j'ai le sentiment, tu vois, hier donc je te parlais de nos partenaires banquiers, donc j'ai déjeuné avec eux, donc là tu leur donnes des infos, tu les rassures, mais tu te sens moins dans l'opérationnel. Ce que t'aimes, c'est de servir tes clients. Et des fois t'as peur justement de t'éloigner de la réalité du terrain et de rater des trucs et de se dire on aurait dû faire ça et c'est trop tard. Évidemment. Ouais, tu vois, il y a eu la soirée blanche à Dijon au golfe de Norge qui ont utilisé notre solution et puis ils étaient pas très satisfaits parce qu'a priori il y avait un petit problème technique. Et donc comme pour moi c'est important parce que c'est Dijon et puis qu'il n'y a pas de petits clients et que je les connaissais, j'ai appelé Denis Liébé, j'ai appelé Sylvain Camos et pour leur dire tiens a priori il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Et Sylvain il me dit non mais attends, c'est incroyable que ce soit toi qui m'appelles là-dessus. Mais je lui disais non parce que en fait j'ai besoin aussi de sentir d'avoir des retours concrets de tiens là-dessus on n'a pas été très bon.
parce que des fois, si tu t'endors sur tes lauriers, en fait, tu te fais battre. Et ça me permet de revenir vers les équipes et de dire attention, les gars, là-dessus, on n'a pas été proactif, là-dessus, on a eu une petite erreur technique, et donc ça permet de persévérer. Et ce qui est le plus dur dans le sport et comme dans plein de choses, gagner, c'est une chose. Le plus dur, c'est de persévérer. C'est-à-dire que ce qui est admirable et ceux qu'on retient, c'est souvent, tu vois, même des joueurs de tennis qui vont gagner Nadal 18 fois Roland-Garros. Ouais, c'est fou. Hein. Et la constance dans la victoire, c'est encore plus dur. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de rester, on est pas au top, mais on est dans une belle réussite. On essaie d'y rester, c'est le plus dur. Et une entreprise, c'est comme un humain. Ça a With Event, un jour n'existera plus, comme toi et moi. Et, on essaie comme un humain, malgré tout, on essaie de lutter contre ça et de rester le plus longtemps au top. Et c'est rigolo, c'est un jeu au fond. Je vais le préciser aux auditeurs qui écoutent podcast et compagnie, mais ça s'entend peut-être un peu, on est en visio pour des raisons d'organisation et tout ça. T'es à quel endroit là actuellement? Je t'ai pas demandé en fait. Là au moment où Ouais. Non mais à quel endroit? C'est-à-dire dans quelle ville? On va commencer par quelle ville? Je suis à Clichy au siège de With Event, à côté de Paris. Donc t'es à côté de Paris. Et c'est là où je réside parce que je suis dijonnais, donc je suis né à Dijon. J'ai fait toutes mes études jusqu'à mon bac +2 à Dijon. Et puis après j'ai fini mes études sur Paris et là j'ai rencontré mon associé et puis ensuite on a lancé ce projet et je suis resté c'est par la force des choses sur Paris, mais mon cœur est à Dijon parce que j'ai famille et puis mon enfance et puis maintenant ce projet du DFCO. 1h40 de TGV, c'est à côté quoi. C'est quoi? C'est pour rentrer au travail, c'est pour rentrer du travail à la maison à Paris quoi encore. Exactement. En plus j'ai la chance d'avoir la 14 qui est direct entre Gare de Lyon et puis Clichy, donc ça c'est cool. C'est quoi la journée de Pierre-Henri de Ballon? C'est quoi une journée type pour toi? Écoute, j'emmène mes enfants à l'école tous les matins. T'as pas dit l'heure à laquelle? À quelle heure tu te lèves? Tout ça, bah oui. Écoute, je me lève vers 8h moins le quart, 8h. On est sur une grasse matinée, dis donc, avec des enfants. Comment ça se fait? Ouais, mais ils se lèvent avant moi et je suis assez rapide pour me préparer puis je fais pas un gros petit déjeuner et à 8h20 je les dépose à l'école qui est à côté et à 8h30 j'arrive dans les locaux de With Event à pied parce que j'ai la chance d'habiter pas loin de nos locaux et puis j'ouvre mon ordinateur et hop je suis parti dans mail, Slack, visio, appel, échange avec les équipes et ça jusqu'à s'enlever le cul de ma chaise quasiment de 8h30 jusqu'à 20h. Et alors je mange un sandwich ou je sais pas quoi et après ça fait des grosses journées mais j'aime ce que je fais et puis je suis quelqu'un mais tu vois et ça fera aussi lien avec le DFCO, je suis quelqu'un de projet donc j'ai besoin d'avoir des projets et je pense que c'est aussi c'est une forme de protection pour moi, c'est que je pense que j'ai peur du vide donc dès que j'ai du temps, je me remets des projets sur les épaules, c'est ma femme qui me dit non arrête, tu vas pas t'en rajouter, mais j'ai besoin d'avoir des projets, d'avoir des envies de développer des choses, d'être toujours actif. Et je pense être familial, tu vois, je suis né dans une famille qui est mon papa est entrepreneur, mes deux grands-pères étaient entrepreneurs. La valeur travail a toujours été importante chez nous. J'ai vu un papa qui bossait, donc j'ai eu un exemple à la maison comme ça et donc pour moi c'est assez naturel et j'ai eu la chance que mes parents me disent fais ce que tu veux mais fais quelque chose qui te plaît. Enfin, fais-le à fond. Fais-le à fond et fais quelque chose qui te plaît. Et cette grande liberté donne aussi beaucoup d'obligations parce que quand tu as de la liberté, quand tu as eu la chance d'avoir été manqué de rien quand tu étais gamin et d'avoir globalement été bien élevé, bien éduqué, ça te donne beaucoup de clés et ça te donne quand même la responsabilité de bien les utiliser. Et je pense que je me suis servi un peu de ce modèle et puis que je l'ai reproduit, un peu comme beaucoup d'entre nous. Du coup, j'imagine que tu éduques tes enfants aussi dans cette dynamique-là. Oui, mais pas dans l'idée. Sans forcer, je veux dire, bien sûr. Exactement. Moi, je veux qu'ils fassent ce qui leur plaît. Le plus important, je crois que c'est d'être heureux. Donc, mon leitmotiv, c'est d'être heureux, c'est qu'eux soient heureux. Par contre, oui, je leur montre et ils le voient. Mais je leur montre pas en disant, vous avez vu, papa travaille beaucoup. C'est que je pense qu'ils le voient. Ils sentent que c'est une valeur importante, que quand ils me voient prendre un coup de téléphone le week-end d'un client et que je le fais régulièrement, je pense que sans leur dire, sans le montrer, ils sentent que le travail c'est pas quelque chose qui forcément s'arrête dès qu'on est sorti du boulot et qu'on peut être parfois un peu plus investi. Ce qui colle avec l'entrepreneur, c'est-à-dire que moi ça me plaît ça, de me dire que le week-end je peux être utile à un moment donné pour quelqu'un s'il y a un problème ou s'il a besoin de m'appeler et ça me dérange pas trop. Tu vois, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec cette génération. Ouais, je suis un peu le vieux là. Où il y a une sorte de coupure à 18h, à 17h59, je suis au travail et à 18h01, je suis plus au travail. Et évidemment, il faut se protéger sa vie perso et tout, mais j'ai beaucoup de mal dans ce truc un peu dictatorial de c'est blanc ou c'est noir et en dehors, alors ça me met trop de charge mentale si j'ai un appel. Est-ce que ça, Pierre-Henri, c'est pas valable surtout pour les salariés des entreprises?
Pas pour les entrepreneurs qui, eux, en fait, doivent faire tourner leur boîte, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais je pense aussi que pour des salariés, après, je fais l'avocat du diable. Je comprends la logique et de dire, attention, il faut qu'on soit épanoui, qu'on ait une vie par ailleurs. Il n'y a pas que le boulot dans la vie et ça, je l'entends. Et même pour moi, si je bosse beaucoup, le truc le plus important pour moi, c'est ma famille. Tu vois, tu m'as dit, qu'est-ce que tu fais en premier? J'emmène mes enfants à l'école et puis pour moi, c'est un truc important et ça me plaît. Mais pour des salariés, autant je comprends ce besoin d'avoir ces espaces de respiration, autant je trouve qu'ils se mettent dans un carcan de se dire, en fait, le boulot, c'est juste un moment de ma journée et je fais pas plus, je vais pas au-delà. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu mets cette barrière-là? T'envoies quand même un signal de, pas de non-investissement, mais t'envoies le signal de, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je crois beaucoup à l'extra mile. Je crois beaucoup à le petit pas de plus qui fait la différence. Comme dans le sport. Dans le sport, quand Dijon joue contre une autre équipe, en face de nous, on joue contre des professionnels qui sont comme nous payés, qui ont comme nous des préparateurs physiques, qui ont comme nous des analystes vidéo. Et donc, la différence se fait sur des détails. Et les petits détails, c'est quoi? C'est le petit effort en plus, la course en plus, la petite préparation supplémentaire. Et c'est là-dessus qu'on fait la différence. Et au fond, quand t'as un salarié où tu sens que, et moi, le premier, moi, j'ai pas les embêter le week-end, j'ai pas envie de les embêter le soir. Mais quand tu sens que si à un moment donné, ils seront là, ils sont capables de répondre, ça envoie un signal qui est, je trouve, bénéfique pour l'entreprise et qui est bénéfique pour eux parce que demain, ils auront la possibilité d'évoluer plus facilement parce qu'on leur proposera, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont pas juste dans la lecture de leur fiche de poste telle qu'elle est décrite dans un papier à un instant T, mais qui sont plus dans, OK, comment je suis utile dans cette organisation, comment je peux rendre service. Tiens, oui, c'est pas commun de se faire appeler le soir et de répondre, mais si j'ai un organisateur en galère, au fond, mes journées, 60% de nos journées éveillées, on est au travail. Je trouve que c'est une formidable reconnaissance de pouvoir se dire, je fais bien mon boulot. Tu vois, ma maman, quand elle me disait, fais ce que tu veux, mais fais-le à fond, c'était fais-le bien, en fait. C'était pas, deviens médecin, deviens avocat, deviens chef d'entreprise, c'était, j'aurais dit, je veux être menuisier, et je le dis sans aucune côté péjoratif, mais parce que les métiers de main manuels sont pas valorisés, j'aurais dit, je veux être menuisier, elle aurait applaudi des deux mains, elle m'aurait dit, mais tu fasses du super boulot. Et il faut que tu sois heureux là-dedans. Si t'es heureux là-dedans, je suis contente et fais du bon boulot. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv. Mon prochain métier, ce sera menuisier parce que mon grand plaisir le week-end, je te jure, c'est de bricoler, c'est de réparer des tortillas queen, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et surtout, je trouve que quand tu bricoles, quand tu viens chez quelqu'un pour le dépanner parce qu'il a une panne, une fuite, un truc, c'est très concret et visible tout de suite. Et un projet d'entreprise, ça prend du temps, de l'énergie. Et là, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai envie de voir les résultats tout de suite. Vous le saurez maintenant. Hein. Pierre-Henri de Ballon sera un futur menuisier. Si vous avez des meubles, peut envoyer déjà des projets, on sait jamais. Cuisine à refaire, enfin, on sait pas. Avant qu'on passe au DFCO, la grosse actu aussi pour toi, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs qui voudraient se lancer? Est-ce que de tout ce parcours entrepreneurial depuis que tu as lancé le Vélo Tour puis With Event, est-ce que tu as un conseil qui ressort et que tu aurais bien aimé avoir? Il y en a deux, mais je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Et la mauvaise raison, c'est de le faire pour l'argent. Les gens disent, je vais créer une entreprise pour gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est une mauvaise raison. Je pense que ça peut être la conséquence d'une entreprise qui fonctionne et que c'est quelque chose de valorisant et que c'est très bien si ça arrive, mais ça doit pas être le leitmotiv. Ça, je pense, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de trouver un associé ou une associée. Parce que tu vois, With Even, ça serait pas ce que c'est si j'avais pas mon associé. Il est brillant, moi je le trouve meilleur que moi, donc comme je le trouve meilleur que moi, j'essaie de travailler plus que lui. Et comme il travaille beaucoup, j'essaie de m'améliorer. Donc je pense qu'on essaie de se tirer vers le haut. Et surtout, c'est une aventure qui est très ingrate parce que là, nous, tu parles de With Even et tu me reçois et je te remercie, mais parce que With Even fonctionne bien. Mais il y a aussi beaucoup d'histoires qui fonctionnent pas bien. Tu vois, on peut faire le parallèle avec le foot. Dans le foot, c'est pareil. Tu vois Zidane à la une de l'équipe quand il gagne la Coupe du Monde ou Mbappé, mais ce que tu vois pas, c'est qu'il y a plein de jeunes qui ont arrêté leurs études très tôt, qui ont été en centre de formation, qui n'ont pas réussi à percer, qui sont blessés, qui ont suivi des études de niveau moindre que ce qu'ils auraient pu faire et qui du coup aujourd'hui ont une grande frustration. T'as beaucoup de casse à côté. Et donc il faut pas l'oublier. Et cette casse, je pense qu'on peut l'éviter plus facilement quand on est associé et qu'on peut mieux la vivre quand on est associé et qu'on vit aussi mieux les succès. Parce que quand tu as un associé, ton succès, tu vois, si par exemple je dis à ma femme, j'ai signé un super contrat, elle va me dire bravo, c'est cool. Mais quand je vois mon associé et qui sait que ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, par les hauts et les bas qu'on est passé et que je lui dis juste le nom de la boîte avec qui on vient de signer et que je lui fais un clin d'œil et qu'il rigole, on remémore, on revoit toute cette aventure pour arriver là. Et ça, c'est cool parce que dans ces moments-là, ça permet de mieux partager. Dans les moments difficiles, ça permet de faire l'avocat du diable parce que c'est humain. Quand ton associé, il a l'impression que rien va, toi, tu dis, mais si, regarde, il y a des côtés positifs. Quand à l'inverse, c'est toi qui es up et que tu as l'impression que t'es Bill Gates, il te dit oui, mais regarde la soirée blanche, ils étaient pas très contents à Dijon, donc faut qu'on se détende un peu parce qu'avant d'être les rois de la technologie dans le monde, il y a un petit peu de boulot. Donc non, vraiment trouver un associé. Par contre, c'est comme si je disais quel conseil tu peux me donner, trouve une super épouse ou un super époux, ça se décrète pas. En revanche, un peu comme pour trouver un époux, une épouse,
Il faut multiplier les opportunités. Et donc, ça veut dire qu'il faut, tu vois, j'en parlais avec un entrepreneur dijonnais que j'aime beaucoup qui s'appelle Mehdi Benedif, qui était avec moi à Pardé, et puis on s'est un peu perdu de vue. Moi, j'avais vu sur les réseaux qu'il avait monté une boîte dans le BTP qui fonctionnait très bien, et il a décidé de créer une start-up. Et donc, il m'a appelé pour prendre des conseils. Et je l'ai eu il y a pas longtemps, je lui disais, Mehdi, va voir les docs numériques à Dijon, va voir le réseau Entreprendre. Je pense que tu as besoin d'être avec un associé parce que c'est dur ce que tu fais, tu es dans un nouveau secteur que tu découvres. Moi demain, si tu vois, j'allais dans la menuiserie, je pense que ce serait bien que j'ai aussi quelqu'un qui connaît un peu les rouages du secteur. Et je lui disais ça, je lui disais essaie de trouver un associé qui a la compétence technologique, quelqu'un qui peut t'apporter parce que il va te challenger, ça va t'aider. Par contre, il y a aussi des histoires d'associations qui marchent pas bien. Et la raison aussi pour laquelle je dis qu'il c'est bien d'avoir un associé, c'est que moi j'ai vu mon papa entrepreneur seul et c'est un héros pour moi. Alors parce que mon papa c'est un héros, mais encore plus parce que je trouve que c'est tellement ingrat les moments de succès parce que les gens comprennent pas tout ce que tu as fait pour arriver là, et les moments de défaite où tu es tout seul face à la réponse négative à un appel d'offres, la comptable qui dit on a un petit peu de problème de trésorerie ce mois-ci, enfin tu vois, tu es tout seul. Donc après, et moi je le voyais mon papa sur les repas les midis ou les soirs quand ça allait pas, il parlait pas beaucoup parce qu'il était la tête dans ses trucs, et donc de pouvoir le partager, échanger avec quelqu'un, je trouve que ça permet d'assouplir la charge et de porter. Moi, WizEvent, encore une fois, j'aurais jamais fait tout ça sans Sébastien. Parce que le quotidien d'un entrepreneur, c'est quand même assez violent. Beaucoup de salariés se disent, je vais monter ma boîte parce que j'en ai marre d'être dans une entreprise et je veux travailler pour moi. Beaucoup prennent conscience de la difficulté d'être entrepreneur une fois qu'ils sont dedans, une fois qu'ils ont lâché leur CDI. Et là, ils se rendent compte de la réalité et de la violence aussi. Des sacrifices à faire. Ouais, c'est pour ça que t'as souvent cette opposition patron-salarié. Et qui existe parce qu'il y a des patrons cons, il y a des salariés cons, donc qui existent à juste titre parfois. Quand ils sont tous dans la même entreprise, je peux te garantir, c'est compliqué, hein. Exactement. Mais quand t'es passé côté patron, puis quand t'as été salarié aussi, du coup, tu comprends un peu mieux les positions de chacun. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, et oui, c'est dur d'être entrepreneur, mais faut être prêt à bosser beaucoup, faut être prêt à prendre des coups, faut être assez courageux malgré tout. Mais par contre, je trouve que c'est une forme d'aventure, de découverte de soi-même aussi. Tu vois, le DFCO, on en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai aussi découvert, mais moi, je me suis découvert aussi sur des trucs où je me suis dit, là, je suis à la limite de ce que je peux faire en termes de charge psychologique, de charge de travail, où tu te dis, et puis j'ai découvert mes limites. Donc tu dis, tiens, là, je sens que je peux pas aller beaucoup plus loin, ou je sens que ça c'est pas forcément fait pour moi, et donc faut que je m'adapte, faut que je m'entoure mieux, faut que j'organise le truc. Et t'apprends aussi, je trouve, et c'est ça qui est intéressant. Et l'entrepreneuriat te permet, parce que t'es touche à tout, tu dois toucher des sujets juridiques, commerciaux, d'organisation, de marketing, de produits, te permet de découvrir des choses dans lesquelles t'es pas expert, et ça c'est passionnant, et ça te permet je trouve d'être pas un expert de tous ces sujets, mais d'en avoir une connaissance, et ça c'est cool. Transition toute trouvée justement pour parler du DFCO. En juillet 2024, tu es devenu président et propriétaire du DFCO, club de foot de Dijon, pour ceux qui écouteraient ce podcast et qui sont pas forcément d'ici, de Dijon. Alors, on va pas se mentir, quand tu as repris le DFCO, c'était pas la forme financièrement. C'était un peu compliqué. Je peux donner le chiffre ou pas Je peux donner le chiffre? Tu peux. Il y avait 18 millions d'euros de dettes. C'est ça. Et il y avait 7 millions de pertes annuelles. Ce qui fait que c'était un peu compliqué pour un club qui a connu la Ligue 1, qui est redescendu en Ligue 2 et maintenant qui est en National. Comment on fait quand on est Pierre-Henri Deballon et qu'on a déjà beaucoup de travail pour se dire, tiens, si je rachetais le DFCO, non, parce qu'avec le recul, tu vas répondre évidemment mieux que moi, vu que c'est toi. Comment l'idée te traverse l'esprit de te dire, je vais essayer de redonner un âge d'or au DFCO, évidemment en essayant de retirer le club vers le haut. On l'a vu, on l'a vu dans la presse, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, beaucoup de changements. T'as cassé plein de trucs en te disant, il va falloir que ça passe aussi par se séparer de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de quitter le club parce qu'il faut alléger la masse salariale. Le DFCO est une entreprise. T'es bien obligé à un moment donné de faire des choix qui sont pas forcément compris aussi par les fans et les supporters du DFCO. Il y a des choses qui ont pas été peut-être je vais pas Non, t'as raison. Enfin, c'est compliqué quand tu es juste supporter d'un club de dire voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, mais en même temps tu vas peut-être insuffler de nouvelles idées. Tu succèdes à Olivier Delcourt et comment ça se passe de coup? Ça fait 1 an là. T'as dit beaucoup de choses et puis c'est vrai. Tu as raison, j'ai dit beaucoup de trucs. Ça me donne plein de pistes pour te répondre. Déjà, pourquoi on le fait? C'est complètement irrationnel. C'est-à-dire que si tu le poses d'un point de vue rationnel, une société qui a 18 millions de dettes et qui perd 6 millions par an, déjà, financièrement, mathématiquement, ça marche pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est pas rationnel. Il y a une part de folie. Tu vois, ma femme m'avait dit, mais le fais pas. Mon associé m'a dit, ne le fais pas. Différents conseils m'ont dit, ne le faites pas. Et j'ai voulu le faire parce que,
J'avais envie, et puis c'est mon caractère aussi, c'est que gamin, ma mère me disait, Pierre-Henri, de toute façon, il a besoin quand on lui dit que c'est chaud, il nous croit pas, il met la main sur la casserole, il se brûle et après il dit c'est chaud. Donc j'étais beaucoup dans l'expérimentation et j'avais envie de l'expérimenter. Non, et au fond, la réalité, elle est un peu haute. Si je prends un peu de hauteur et que j'essaie de l'expliquer, je suis un passionné de sport. Ça, c'est le premier point. Et je suis un passionné d'économie. Donc, j'ai joué à bon niveau au handball et j'ai fait des études en économie et gestion du sport à Dauphine. Avec le rêve, du coup, de réunir ces deux passions et de travailler dans le sport. Sauf qu'en 2004, quand je finis mes études, le monde du sport était peu professionnalisé. Moi, je le trouvais en réalité très amateur. Et ce que j'aimais dans la compétition, le sport de haut niveau, qui était cette exigence, cette perfection, je le retrouvais pas du tout dans le monde du sport, on va dire, côté coulisses. Donc, je m'en suis détourné et je me suis fait la réflexion de me dire, en fait, si je veux toucher le haut niveau côté sportif, le plus beau, ça serait que je réussisse dans les affaires et qu'un jour, je puisse racheter un club. Et puis, gamin, je jouais à Football Manager, l'entraîneur, tu vois, et donc j'étais déjà dans ce côté de créer une équipe, gagner une équipe. Et donc, comme j'ai eu la chance que WizEvent fonctionne bien et que je gagne très bien ma vie et puis qu'à un moment donné, on ait vendu une partie des parts de WizEvent et j'ai eu la possibilité financière de me dire, tiens, si un jour je veux le faire, je peux le faire. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que au fond, avoir beaucoup d'argent sur un compte bancaire et puis organiser ma succession, qu'un jour mes enfants puissent bénéficier de très belles maisons, puis de beaucoup d'argent, puis qu'ils aient pas à travailler, ça me rend pas heureux. En fait, l'argent pour l'argent me rend pas heureux. Et ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. Et au fond, je me suis dit que je pouvais potentiellement sauver le club quand on avait besoin et que pour la communauté de Dijon, c'était plutôt cool, même si on l'a vu, parce que je fais des choix difficiles. Des fois, la lecture est un peu autre de ce que je fais, mais il y avait cette volonté. Il y avait la deuxième très égoïste et qui est toujours là et qui est quand même le moteur principal, qui est de prendre du plaisir et de donner du plaisir aux gens. Parce que je trouve que le sport peut être un vecteur extraordinaire d'émotions. Parce que quand on gagne un match, si j'espère un jour on est promu, ça peut permettre de donner des belles émotions à beaucoup de gens. Et pour beaucoup, le club est important pour eux. C'est ce qu'ils attendent pendant toute la semaine pour voir le match le week-end. Donc je l'ai fait pour ça. Très évidemment, donc tu l'as dit, le club est dans une trop mauvaise situation. Donc si on continuait de la même manière, et c'est Einstein, j'aime beaucoup cette phrase, qui est de dire, en fait, si on s'attend à ce qu'une même action ait un résultat différent, c'est le début de la folie. Alors j'ai dit que j'étais un petit peu fou, mais j'ai quand même un côté un peu rationnel et pragmatique, et donc il fallait changer des choses. Il fallait changer des choses et faire des choix difficiles. Les choix difficiles, c'est que quand vous gagnez 1 euro, il faut dépenser 1 euro et pas 2. Et aujourd'hui, on gagne 1 euro et on en dépense 2. Et donc comment on baisse ses dépenses? Alors on peut augmenter les revenus, mais les revenus, aujourd'hui, les droits télé sont en pleine crise. On n'a pas de droits télé, on est en 3e division. Les partenaires, ils nous font déjà confiance, et donc le spectacle est en 3e division, peut-être moins attrayant qu'il était à l'époque de la Ligue 1. Donc il faut déjà baisser les dépenses et revenir à des dépenses un peu plus normales. Donc j'ai fait des licenciements économiques, malheureusement, on a été contraint de le faire. C'est désagréable parce que on se lève pas le matin pour licencier les gens, et c'est là où je te rejoins. Des fois je me dis dans quoi je me suis mis, parce que j'ai été volontairement pour au final faire des choix difficiles qu'on me reproche, qui rendent des gens malheureux, mais je pense que quand je prends de la hauteur, collectivement, il fallait le faire. Donc j'ai fait ces choix. J'ai baissé la masse salariale des joueurs. Tu vois, on est passé de masse salariale qui était à 1,8 million, on va être à 1,2 million cette année, et on va malgré tout essayer d'être plus performant. J'ai demandé à ce que tout le monde fasse des efforts au club. On n'a pas renouvelé des gens qui arrivent à la fin de leur CDD. On a baissé le niveau. Voilà, les véhicules, il y avait des gens qui avaient des BMW au club. On est passé sur des véhicules de moindre gamme. On a enlevé des véhicules à des salariés, on a transféré des joueurs qu'on devait transférer, on a vendu un bâtiment à la métropole. Donc on fait des choix qui sont difficiles. Moi, en parallèle, j'apporte parce qu'il faut combler ces trous, de l'argent pour que ça puisse continuer. Mais ça pourra pas durer des années si à un moment donné, il n'y a pas ce qu'on va appeler un retour à meilleure fortune. C'est-à-dire qu'on remonte en Ligue 2, puis qu'on arrive à assainir un petit peu les dépenses du club. Et là où je disais qu'il faut changer ce qui a été fait par le passé, c'est pas en opposition avec ce qu'a fait Olivier Delcourt, parce que ce qu'a fait Olivier est remarquable. Il a pris le club en Ligue 2, il a vécu une épopée en Ligue 1, et après il a été heurté par 3 choix. Alors un dont il est un peu plus responsable, qui est les descentes sportives, parce que il y a des choix qui ont été faits qui sont avérés pas les bons a posteriori, mais c'est facile de le dire aujourd'hui. Moi qui suis à sa place aujourd'hui, je vois que c'est pas simple. Le sportif est tout ce qu'il y a de moins maîtrisable, et donc ça a impacté le club. Et puis après, des choses qu'Olivier pouvait pas maîtriser, le Covid, comme tout le monde, il l'a subi, et encore plus étant un club de foot. Et puis la crise des droits télé. Et donc tout ça mis bout à bout fait que ça a rendu la situation complexe. Et puis Olivier souhaitait céder. Et puis pour être à sa place depuis peu, c'est exténuant. C'est un métier où vous êtes très exposé, c'est médiatique, c'est politique, c'est économique, c'est sportif, tout est commenté, et parfois commenté par des gens qui n'ont pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que les gens, ils voient qu'il y a un nouveau repreneur, qu'est-ce qu'ils veulent?
ils veulent qu'on joue en Ligue 1, donc ils veulent qu'il y ait des meilleurs joueurs possibles. Ils veulent, quand vous arrivez, vous reprenez, puis que les mesures que vous faites, c'est de licencier, de baisser la masse salariale, de transférer des joueurs qui étaient des bons joueurs. Vous êtes pas vu comme le Messi, alors qu'en fait, vous avez sauvé le club. Donc c'est assez ingrat, c'est assez difficile. J'en parlais avec des copains cette semaine et je leur disais, mais citez-moi un seul président qui a pas pris des coups. C'est moi qui leur disais, il y a peut-être Bernard Tapie. Puis ils me disent, mais des cons, quoi, même Bernard Tapie, il a pris des coups et tout. En fait, c'est assez ingrat. C'est un boulot assez ingrat, mais comme tous les autres présidents, quand on se voit, on se tape dans le dos et on dit bon courage et on fait des soupirs. Et en même temps, quand on gagne un match, quand il y a un moment d'épopée de Coupe de France, et ben voilà, ça envoie de l'adrénaline, c'est une drogue gratuite. Et donc, je pense que c'est ça, au fond, que viennent chercher ces chefs d'entreprise, c'est ces moments un peu d'allégresse et de joie collective partagée avec d'autres. Donc, mais c'est l'entrepreneuriat difficile, mais alors reprendre un club de foot, c'est le cran d'après, quoi. C'est le niveau maximum de la folie. Sans jugement aucun de ma part, hein, vraiment sans jugement aucun, parce que je ne sais pas. Est-ce que tu as bien communiqué sur les changements que tu allais faire lorsque tu as repris la direction du DFCO? C'est quelque chose qu'il faut anticiper, il faut trouver les bons mots, il faut expliquer comme il faut, mais il faut expliquer avec le regard de l'entrepreneur qui doit faire tourner une entreprise avec des salaires à sortir tous les mois et des charges fixes, etc. Ouais. Alors, on a communiqué, mais on aurait pu faire mieux, évidemment. Et on est aussi confronté à notre réalité. C'est pour ça que je suis content. Quand tu m'as demandé de faire le podcast, j'ai accepté par plaisir. Puis Arthur m'en avait dit grand bien. Mais merci Arthur. Mais la chance que j'ai avec toi, c'est d'avoir un temps long. Tu vois, t'as vu la question que tu m'as posée. Et le problème, c'est que les supporters, encore plus, mais les réseaux sociaux, tout ça, on est dans le temps court. On lit le titre, on lit pas l'article et on en tire des conclusions. Et je vais te donner un exemple tout bête. Les Échos, quand j'ai repris le club, m'ont dit « Ah, mais c'est passionnant, est-ce qu'on peut vous suivre et faire une série où on va vous accompagner et suivre cette reprise de la reprise du club avec vos idées initiales à un constat 3 mois après ?» Et donc, on fait la première interview, puis la deuxième 3 mois après. 3 mois après, je leur dis, très complexe parce que le centre de formation perd de l'argent, ça coûte 3,5 millions par an, l'équipe féminine perd 500 000 euros par an et c'est très complexe aussi, et ainsi de suite. Et donc, je lise toutes les mesures que j'anticipe, j'envisage, c'est un long article, hein. Et sur l'équipe féminine, on me pose la question et je dis, il va falloir réduire la voilure, comme on l'avait fait pour l'équipe masculine, ce qui n'avait pas encore été fait pour l'équipe féminine. Potentiellement, trouver un repreneur pour l'équipe féminine ou un investisseur, voire dans le pire des cas, arrêter l'équipe féminine. Ce qui, sur le papier, est quelque chose de complètement rationnel, c'est-à-dire d'essayer par toi-même, de trouver une solution en réduisant la voilure, parce que, quand tu perds de l'argent, de toute façon, une société, elle peut pas éternellement perdre de l'argent. Et donc, je dis ça dans un long article. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des médias, notamment, qui suivent le foot féminin, ont titré le nouveau président du DFCO veut arrêter l'équipe féminine. Ce qui est faux, ce qui est presque diffamatoire, et ce qui a créé des tensions très fortes dans le club. Et autour des gens qui supportaient l'équipe féminine, parce qu'ils ont dit, non, mais c'est qui ce macho, alors qu'elle performe, qu'est-ce que truc. Et un jour, quelques mois après, parce qu'il y avait des tensions fortes, j'ai demandé à parler à 4-5 joueuses de l'équipe, un peu les joueuses les plus emblématiques. Et on commence et elles me disent, oui, mais bon, les déclarations que vous avez fait dans la presse et tout. Et je leur pose cette question, ça a certainement été maladroit, je m'en excuse et c'était pas l'idée. Et voilà quel était mon propos. Et donc je leur tiens comme là mon propos. Et je leur dis, parmi vous, qui a lu l'article? Personne n'avait lu l'article. Donc si tu veux, oui, il y a eu des erreurs de com, ça c'en est une de ma part. J'aurais dû anticiper que, en étant très honnête et transparent et en disant que dans le pire des cas, on devrait arrêter l'équipe féminine, je m'exposais à ce que des gens mal intentionnés fassent des articles putaclic il veut arrêter l'équipe féminine, c'est un gros méchant. Alors que tu avais proposé des solutions alternatives. Exactement. Donc voilà, oui, il y a eu des erreurs de communication. Est-ce qu'on aurait pu faire plus ou moins? J'ai aussi eu des retours de gens qui ont dit on en a marre d'entendre parler d'argent. On en a marre, on veut parler de sport. Et donc, il faut trouver cet équilibre entre donner une réalité de ce qu'est le DFCO économiquement parce qu'il passe une phase difficile et en même temps leur parler de sport. Donc aujourd'hui, j'essaie surtout de parler de sport quand c'est dans des médias grand public et sur lequel le temps d'écoute est court. Et quand j'ai le temps, comme avec toi, où j'ai fait une longue interview avec les supporters, je rentre dans le détail et j'explique. Et c'est marrant parce que quand t'as le temps, du coup les gens ont une autre lecture. Ils comprennent qu'en fait je suis pas un grand méchant loup et que si je suis venu, le club est en vente depuis 3 ans et que si personne n'avait repris avant, c'est qu'il y avait une raison aussi. Et que la chance qu'on a, je pense, et c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est une réalité, il y a plus beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont détenus, pilotés par des gens qui ont un ancrage local et qui sont pas là pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour en perdre le moins possible. Et je vais en perdre. Et je vais en perdre beaucoup, des sommes astronomiques, mais c'est comme ça parce que j'ai accepté de le faire et que, tu vois, quand j'ai repris le club, ma maman m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais donner ton argent à des associations, qui aident les gens, Et je lui disais, en fait, je dis oui, t'as raison, mais au fond, un club de foot, d'ailleurs, il m'appartient pas, il appartient à la collectivité et il a une valeur sociale.
C'est une fierté quand on gagne. Ça fait de la notoriété pour la ville. Tu vois, la ville de Guingamp, aujourd'hui, c'est 8000 habitants. On a tous l'impression que c'est une grosse ville parce que le club est en Ligue 2. Et ça, c'est cette déformation, le soft power du foot. Et puis, pour beaucoup, c'est leur seul rendez-vous public, collectif, sur quelque chose qui les passionne, qui les fait vivre et c'est la Madeleine de Proust de beaucoup qui ont été avec leurs gamins dans les tribunes et tout. Donc c'est ça que j'essaie de perpétuer. Parce que je suis de passage, le club, derrière moi, il y aura quelqu'un qui le reprendra, j'espère, et j'espère le laisser dans le meilleur état possible. Si on remonte en Ligue 2, ce qu'évidemment nous souhaitons tous, qu'est-ce que ça change pour les gens qui ne connaissent pas les finances et comment ça fonctionne un club de foot? Ça change beaucoup de trucs. Enfin, on en entend parler évidemment, les droits télé notamment. Ouais, ça serait une très bonne nouvelle pour plusieurs points. C'est que les sources de revenus d'un club de foot sont de 3 niveaux. Les partenaires, dans lequel on a les collectivités et les partenaires privés, et qui, eux, achètent de la visibilité sur les maillots, sur les panneaux, et qui invitent leurs clients au match dans les loges. Donc quand le match est en Ligue 2, il est plus intéressant quand vous jouez contre, par exemple, Lyon l'an prochain peut-être, ou Guingamp. C'est des affiches qui sont plus reluisantes que quand vous jouez contre le Stade Briochin, sans critiquer le Stade Briochin, parce que c'est factuel, quoi. Voilà. Club très bien géré, mais voilà, c'est factuel. Comme quand le PSG joue contre Dijon, c'est moins excitant que quand il joue contre Monaco. C'est la vie. Donc ça permet d'avoir plus d'attractivité, de ramener plus de partenaires. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième source de revenus qui sont les droits télé. C'est-à-dire que des médias achètent le droit de filmer et diffuser auprès de leurs abonnés les matchs de foot. Sauf que les droits télé sont en crise depuis quelques années et qu'un club de Ligue 2 qui touchait entre 4 et 5 millions d'euros ne touche aujourd'hui plus que 700 ou 800 000 euros. Donc si on remonte, on aura ces 800 000 euros en plus, mais quand on perd 6 millions, on voit bien qu'il en manque encore un petit bout. Et ça sera quand même positif. Et l'autre source de revenus, c'est les transferts de joueurs. C'est-à-dire la vente d'un joueur à un autre club. Et ça, le fait de jouer en Ligue 2 augmentera la valeur des joueurs puisque c'est un meilleur niveau et ça les rend plus visibles. Donc c'est ça que ça changera. On sera pas complètement sauvé d'affaires, mais en tout cas, ça permettra d'entrevoir une sortie du tunnel beaucoup plus optimiste qu'elle ne l'est si on reste malheureusement en national. Tu te donnes quel délai? Écoute, on s'est donné, quand j'ai repris le club, 3 ans. Quand je dis on, c'est avec le DG puis avec l'entraîneur, on s'est dit on a 3 ans pour monter parce que le sportif est trop aléatoire pour dire on monte cette année. Et donc on s'est donné 3 ans, 3 tentatives en réalité. Alors il y a des gens qui ont dit mais c'est pas assez ambitieux, dans 3 ans, c'est dans trop longtemps, il veut pas monter. Non, c'est évidemment j'aimerais monter le plus vite possible, mais je préfère avoir 3 tentatives que faire un all-in et dire dans 1 an en fait j'ai mis tout l'argent qu'on pouvait, on n'a plus d'argent et on arrête. En tout cas, l'an prochain, et j'invite les gens à venir nous voir jouer au stade et à s'abonner et ainsi de suite, mais on vise la montée et on est en train de tâcher de construire une équipe pour ça. En tout cas, on va essayer d'être le plus compétitif possible pour vivre ces belles émotions. Une des mesures sportives qu'on a pris dès le début, quand on est arrivé au club, elle a été de s'assurer que les gens qui jouent pour Dijon aient l'envie d'être ici et soient là pour les bonnes raisons. Et donc on a laissé partir, alors certains, ils laissent partir les meilleurs joueurs, mais bon, c'est des joueurs qui nous avaient dit clairement qu'ils voulaient aller ailleurs. Et donc on aurait pu les forcer à rester. Mais je crois que c'est pas une bonne chose quand quelqu'un veut partir, il vaut mieux le laisser partir et trouver un arrangement intelligent. Donc on a essayé de faire en sorte que les gens qui viennent dans ce projet croient au projet, aient conscience du fait qu'on proposera pas les meilleurs salaires, mais que par contre on a un projet ambitieux, structuré, qu'on pourra les payer et qu'on déposera pas le bilan en cours d'année, et que on attachera beaucoup d'importance aux valeurs qui dégagent et à l'esprit collectif. Est-ce que tu as une annonce à faire pour concernant le DFCO, une exclue, un truc ou On a une très belle recrue. Il nous a donné son go sur lequel je peux pas communiquer puisqu'il doit passer encore la visite médicale, mais on a une très belle recrue qui était le poste important qu'on attendait, et donc ça devrait arriver là dans les jours qui viennent. Ça marche. Bon, j'arriverai pas à lui tirer les verres du nez, c'est pas grave. On va arriver au terme de cet épisode de Podcast et compagnie parce que je sais que ton temps est compté et on s'était donné 1 heure. Donc on va arriver bientôt à la fin. La dernière partie de Podcast et compagnie, c'est une succession de questions pour te connaître un peu mieux. On sait que tu te lèves vers 8h. 8h. Ça, on le sait. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. J'ouvre une parenthèse, j'imagine que WizEvent gère la billetterie du DFCO, hein, évidemment. Exactement. Ouais. Il est pas fou ici. Non. Tu sais, en réalité, ça coûte plus d'argent à WizEvent que ça n'en rapporte. Par contre, ça me permet de garder un pied. Tu sais, on parlait tout à l'heure d'être loin de mes clients. Ça me permet, en étant mon client, de remonter beaucoup de choses aux équipes techniques. Ah oui, c'est pas bête du coup, de voir un peu comment ça se passe en réel quand t'es client de ta propre entreprise. Quel est ton plat préféré? Ça, c'est marrant, les gamins me demandaient hier soir, parce que hier, moi, c'est ça, bon. Et moi, c'est coquillettes au jambon. Écoute, alors après, attention, il faut que ça soit un bon jambon, il faut que les coquillettes soient bien cuites, il y a un petit peu de beurre, un petit peu de sel. Mais en fait, au-delà du goût, parce que on peut se dire, ça n'a pas de goût, mais c'est plus le côté simple et le côté rassurant du plat. Ouais, c'est ça. Je pense que ça renvoie à l'enfance. Carrément, ouais. Je vais m'allonger. J'ai commencé ma séance de psychanalyse avec Romain. Avec plaisir. Est-ce que tu as le temps de prendre des vacances? Oui. Alors du coup, tu as un pays préféré dans les destinations?
Écoute, je pars beaucoup en vacances en France et par contre, pour avoir fait Pour le boulot, peut-être, ouais. quelques voyages là-bas, alors pas pour le boulot, mais je suis un fou furieux d'Afrique australe. Donc tu vois, cette zone Zimbabwe, Botswana, Zambie, Namibie, parce que je trouve ça magnifique. J'adore les animaux et c'est un des rares endroits où tu peux encore voir dans des parcs des animaux et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'avais fait un camp étudiant gamin où j'avais été dans un parc pour peindre les barrières du parc et en échange de quoi j'ai été nourri, logé. Je devais juste payer mon billet d'avion et je suis tombé amoureux de ces pays. Ouais, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et que j'aimerais avoir la chance de faire découvrir à mes gamins avec ce que j'avais pas quand moi j'y avais été, mais cette angoisse, ce côté un peu schizophrène de se dire, on va voir des animaux, c'est beau les animaux en liberté, en même temps tu prends un avion, tu pollues et t'étais un peu emmerdé par rapport à ça, mais non, par contre si j'ai la chance d'y retourner, ouais, ça c'est vraiment des zones fantastiques. Est-ce que t'attends de regarder la télé un peu? Pas du tout. Non, je regarde pas la télé. J'écoute beaucoup de podcasts. Tu vois, j'aime bien les podcasts. Et tout à l'heure, pas podcast et compagnie, apparemment, t'as pas eu le temps, mais attends, parce que au moment où on a commencé, je me suis mis Spotify et je me les suis mis en favori. Bah écoute, tu verras ta pochette avec ta figure bientôt, tu verras. Alors ça, par contre, tu le prends pas mal, mais je l'écouterai pas parce que j'aime pas me réécouter. Je sais pas, j'aime pas me réécouter, donc je me réécoute pas et il y a d'autres invités super intéressants. T'auras l'occasion du coup. Et je vais écouter mon frangin par contre, ça va me faire plaisir. Tu verras, très intéressant ce qu'il raconte Arthur de Ballon. Est-ce que tu as une odeur préférée? Oui, en fait, j'aime toutes les odeurs qui ramènent à l'enfance. C'est couillon, mais tu vois des souvenirs j'ai le souvenir comment on appelle ça, d'un shampoing de ma grand-mère alors je sais plus à quoi il était, mais tu vois, j'ai même pas le nom, mais si je le sentais tout de suite, ça me donc c'est ce qui rapporte à l'enfance, ouais, j'aime bien ce genre de truc. Et une citation? En tant que Pierre-Henri de Ballon, est-ce qu'on a une citation, un mantra qu'on se répète le matin ou en tout cas qu'on aime bien mettre en signature? Ah ouais, j'en ai une que j'aime bien. Alors attends. Parce que j'ai du mal. C'est une citation d'un duc de Bourgogne. Je mettrai une musique d'ascenseur, vas-y, t'inquiète. Donne-moi 15 secondes. Il va regarder sur Google. Bah bien sûr, je suis en train de tricher. Nul ne sait. Non, il faut, oui. Sert de courir, il faut partir à point. C'est pas du tout ça. Non. Ah, rien ne sert d'espérer pour... On a besoin d'espérer. Ah voilà, c'est celle-là. Voilà. On a besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et Charles le Téméraire. Et je trouve que par rapport à l'entrepreneuriat, c'est pas mal. Point n'est besoin d'espérer, donc on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre, mais on n'a pas non plus besoin de réussir pour persévérer. C'est-à-dire qu'il faut continuer et qu'il faut et ça me plaît bien, quoi. Je trouve que ça résume bien. Et en plus, le fait que ce soit un duc de Bourgogne, moi qui suis un chauvin de Dijon et qui fait des bons bourguignons à Paris sous le regard médusé des gens, désabusé et attristé de mes congénères, ça me fait rigoler. J'aime bien, ouais. Du coup, tu reviens souvent sur Dijon, du coup, pour... Écoute, je viens toutes les semaines quasiment parce que pour le club, pour quand il y a des matchs, et puis j'ai ma famille et ma belle famille à Dijon, donc je suis souvent sur Dijon et je suis un très bon client de la SNCF, tu vois, pour le coup. Tu vois, quand j'étais étudiant, ça coûtait vraiment rien. Et à l'époque, surtout, je prenais mes billets au dernier moment parce que le prix baissait quand c'était pas vendu. Exactement. Et là, c'est l'inverse, c'est de plus en plus cher. Ouais. Par contre, ça donne un confort incroyable, ça me permet de bosser, puis d'arriver sur Dijon et d'enchaîner ma journée. Tu rentabilises le temps dès que tu peux, quoi. Exactement. Ton mot préféré? Abracadabrantesque. Waouh, on dirait un mot qu'aurait pu sortir le président de la République, c'est fou. Parce que pas parce que je suis président de la République, mais parce que je trouve qu'il est. T'es président du DFCO, c'est déjà pas mal. Et j'aime bien le dire parce que quand tu le dis, généralement tu parles d'une situation donc complètement alambiquée, loufoque, et quand tu arrives à le positionner, généralement ça passe bien. Donc j'aime bien ce mot-là, abracadabrantesque. Est-ce que t'as un gros mot préféré? T'as le droit de le dire, hein, c'est un podcast. Bah, je dis beaucoup de putain. Oh là là, mais vas-y, mais bienvenue au club. Oh là là. Putain. C'est la virgule. Moi, c'est une virgule. Tu fais chier, Romain. C'est mon gros mot à moi, putain, Romain. Ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, je viens du sud-ouest, mais putain, pour moi, c'est une virgule dans une phrase, en fait. Putain, c'est les Marseillais, ça, normalement. Bah, tu vois, c'est vraiment... du sud, alors, on va dire. Mais ouais, oh là là, ils comprennent pas, les gens. Putain, tu fais chier, Romain. Je vais l'extraire, ça. Et pour terminer, est-ce que t'as une chanson préférée que t'écoutes? Que t'aimes bien, qui te rappelle... Ouais, j'aime bien. Moi, elle est un peu mélancolique, mais j'aime bien Alléluia de Leonard Cohen. Ah bah ouais, très bon choix. Ouais, elle est classe, elle passe bien tout le temps. Elle a un côté un peu mélancolique, mais classe. Je sais pas, j'aime bien. Eh ben, je mettrai un extrait. Mais bon, ça change, hein. Oui, bah oui, on n'est pas sur le même délire. Mais en attendant, ça permet de mieux te connaître. Petit extrait du coup de cette chanson pour les gens qui la connaissent pas forcément et pour qui ça va être peut-être une découverte. Ils vont la mettre dans leur playlist Spotify comme podcast et compagnie, ce que je vous invite à faire. Mais quelle transition, magnifique. Merci Pierre-Henri d'avoir participé à Podcast et compagnie. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris du temps. C'était cool, écoute, c'était un plaisir. Merci à toi de me donner le temps aussi de raconter les coulisses du DFCO et de WizEvent. C'est un plaisir. T'as réussi à parler de ta vision de l'entreprise en essayant d'expliquer de façon simple pour quelqu'un comme moi qui comprend pas forcément ce que c'est de développer une entreprise, de la monter, de la voir grossir. Parce que t'es parti quand même juste d'une idée perso pour avoir des abonnés au Vélo Tour
à Wiz Event qui maintenant fait des concerts à 200 000 personnes quand même. Ça fait quand même beaucoup de billets, ça, mine de rien. Un paquet de billets, ouais. Un épisode qui sera disponible sur toutes les plateformes de podcast comme les précédents d'ailleurs. Et puis, merci pour les retours. Il y a plein de retours positifs sur ce podcast. Donc, c'est vraiment cool. Les gens les écoutent. Même sur c'est des formats longs. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que ça permet vraiment aux entrepreneurs d'expliquer leur vision de l'entreprise et leur façon de voir l'entrepreneuriat. C'est pas juste 3 ou 4 lignes, même si j'ai rien contre LinkedIn d'ailleurs. C'est quoi ton réseau social préféré? Je t'ai pas posé cette question-là, qui mine de rien est importante. J'en utilise 2. J'utilise LinkedIn et Twitter. Twitter parce que ça me permet de prendre le pouls de la société et le pouls du club et toutes ces choses-là. Et puis ça me permet de réagir plus sur le club. Et LinkedIn plus pour parler de sujets liés à Wiz Event et puis pour faire, j'ai la chance d'être un peu suivi par rapport au succès de Wiz Event et je pense que du coup ça en devient aussi une arme marketing. Donc ça me permet j'ai mis en avant ce qu'on avait fait à Tomorrowland, qui est un très gros festival belge où en fait on a mis à l'intérieur des Eco Cup, qui sont les verres en plastique qu'on nous donne, une petite puce qui permet en fait que les gens soient remboursés automatiquement. Et trop bien. J'ai fait un post là-dessus et j'ai eu plein de retours. Le Stade Vélodrome veut regarder. En Asie, on en a parlé. Donc je me sers de ces 2 réseaux. Facebook, pas trop. Je trouve que c'est devenu très violent. Tu vois, quand je regarde des trucs sur le DFCO, je trouve que les gens ont un avis très tranché, très dur. Et Instagram, pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'exposer ma vie perso, familiale et tout. Puis je trouve que je suis déjà pas mal exposé. Donc je suis un simple voyeur occasionnel de la vie de certains potes que je connais mais que je préfère voir en vrai que c'est notre MSN à nous un peu, quoi. C'est ça que tu veux dire? Exactement, ouais. Voilà. Nous les vieux. Les Wiz, ils te manquent aussi? Moi, il me manque les Wiz. C'est quoi les Wiz? Quand t'étais en ligne sur MSN, quand tu voulais appeler quelqu'un que tu voyais en ligne, t'avais une touche qui s'appelait Wiz et ça faisait un son un peu particulier et du coup, je me rappelle pas du tout. Ça faisait vibrer la fenêtre de MSN. C'était insupportable en fait. Et les gens, ils appuyaient 15 fois sur ce Wiz là. Je mettrais le son comme ça, les gens, ça va leur rappeler des bons souvenirs tellement c'était agaçant. Ok. Ouais. J'ai été obligé de m'écouter pour entendre le son. Ou je te l'enverrai par mail. Ça me fera plaisir. Le meilleur pour la suite, évidemment, aller le DFCO. Toi? Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, si tu veux venir, je t'invite avec grand plaisir. Tu me fais signe, on fait un match ensemble. Alors, sur le terrain, je suis pas sûr parce que bon, je me suis claqué un peu les disques au jambier, mais je veux bien être dans le public, moi, assis, tu vois, tranquille avec un verre, tu vois, pour regarder les autres courir. Là, ça me va, là je suis d'accord. Et si tu veux faire gagner tes auditeurs une place, t'enverrai un petit code et puis ils pourront l'appliquer dans la billetterie pour le match de reprise, par exemple. La classe. Bah écoute, ça, hein. Bah ça c'est la classe. Merci Pierre-Henri. Ouais, je connais le boss du DFCO, alors évidemment ça aide. Merci beaucoup Pierre-Henri. Dans l'épisode. À bientôt. Carrément. À bientôt Pierre-Henri. Salut Romain. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.